Deux phénomènes majeurs frappent l'esprit de l'observateur dans l'étude historique de la langue fiscale. En premier lieu, quasiment tous les termes employés sont d'origine latine. On trouve très peu de grec ou encore d'arabe. L'explication en est simple. Les Romains ont mis au point un système fiscal très élaboré dont les autres civilisations se sont beaucoup inspirées. En second lieu, la violence originelle de l'impôt se retrouve dans son vocabulaire, on va le voir. Autre particularité, peu de noms propres ou expressions ont imprégné la langue fiscale. Et on finira par le langage moderne de l'impôt. L'origine martiale de l'impôt n'est pas douteuse. Il est issu, cet impôt, de la guerre, de la razzia, du pillage. Les invasions des Vikings en sont un exemple parlant. Au départ, les Normands pillaient et détruisaient tout, hommes, animaux, bâtiments. Et puis certains, moins barbares que d'autres, se rendirent compte qu'il était plus intéressant d'exiger des peuplades soumises une contribution périodique, comme la remise d'une partie des récoltes. Le pillage est ainsi devenu tribut, mot bien sûr d'origine latine. Le tributum frappait le citoyen qui pouvait combattre mais n'était pas mobilisé. Cette situation s'est répétée tout au long de l'histoire. Celui qui ne peut ou ne veut verser l'impôt du sang doit payer l'équivalent en argent. Ainsi, la dîme saladine, levée pour financer la troisième croisade et reprendre Jérusalem à Saladin, était due par tous ceux qui ne se croisaient pas, y compris les nobles et les clercs, autrement dit les religieux, ce qui était tout à fait exceptionnel pour l'époque. Pour revenir à Rome, le tributum devient l'impôt des provinces conquises et intégrées à l'Empire, la tribu étant une division du peuple romain. En italien, on continue pour désigner le droit fiscal de parler de diritto tributario. Le mot français tributaire traduit bien la dépendance, la soumission à une autorité. On reconnaît également le terme de contribuable, lui-même issu de contribution, appellation que la Révolution française a préférée à celle d'impôt, jugée trop autoritaire. Le rétablissement du consentement à l'impôt induisait que le citoyen, par l'élection de ses représentants, acceptait de l'acquitter. On avait visiblement oublié les très mauvais souvenirs laissés par le tribut, mot qu'on retrouve dans contribution. La naïveté de la Révolution est confondante. En 1789, le ministre Necker fit adopter par la Constituante une contribution patriotique fondée sur la libre déclaration du contribuable, où toute contrainte était bannie, donc il n'y avait pas de sanction. Seul l'esprit national se trouvait sollicité. On se doute que le produit de cet impôt fut très faible. Mais c'est bien le terme d'exaction qui marque le mieux la violence de l'impôt, car à l'origine, il désignait le fait d'en réclamer le paiement. Aujourd'hui, ce mot d'exaction est synonyme de mauvais traitement pécuniaire, d'extorsion, voire même de vol. C'est dire la brutalité qui a très longtemps accompagné le recouvrement des impositions. À Rome, l'extator était un collecteur d'impôts dont l'appellation venait du verbe exigere qui parle de lui-même. Le substantif impôt ne laisse non plus guère de place au doute. Il est dérivé d'impositum, ce qui est exigé, ou encore imponere, placer sur, établir une charge sur quelqu'un. Mais ce verbe latin a également le sens d'abuser, de tromper. Jean Bodin appelait imposteur celui chargé de répartir les taxes. Donc impôt et imposture ont la même origine. La force s'ajoutait donc à la force, s'ajoutait donc la ruse, ou du moins la duperie, tenant à l'arbitraire jadis dans la collecte des impositions. A priori, le mot fisc semble moins antipathique,
puisque le fiscus était un panier d'osier ou de jonc servant au pressage des raisins, des olives ou du fromage. Ce dernier usage aurait donné en français le terme de faisselle. Mais le panier n'a pas tardé à presser également le contribuable pour servir à la collecte de l'impôt et devenir synonyme de trésor public. Il ne faut pas oublier non plus que dans confisquer, il y a fisc, car la spoliation fut longtemps une méthode comme une autre utilisée pour garnir les caisses publiques. Philippe le Bel fut un maître en cette matière. On sait qu'il s'appropria une grande partie des biens des Templiers, mais son attitude envers les marchands juifs et lombards fut particulièrement sordide. Le roi commençait par leur accorder sa protection, les laissait exercer la banque et le commerce, et puis, une fois que les intéressés s'étaient bien enrichis, il les faisait arrêter pour saisir tous leurs biens avant de les chasser du royaume. On l'aura compris, l'impôt, à l'époque, est un mal, mais un mal nécessaire. Cette idée rejoint une conception très ancienne et pécamineuse du prélèvement fiscal. Le roi est censé vivre des revenus de son domaine. Donc il commet un péché en imposant son peuple sans absolue nécessité, comme celle de se défendre d'une attaque militaire. Ainsi, en France, le roi Charles V, tout repentant, a aboli un impôt sur son lit de mort pour gagner son paradis. Parfois, l'imposition porte dans son appellation même le mal qu'elle provoque. Ainsi, la maltôte, établie par Philippe le Bel, encore lui, désigne une taxe mal levée, mal perçue. Il s'agissait certes d'un surnom, mais qui seul est resté dans l'histoire. TVA avant l'heure, la maltôte portait sur les ventes de marchandises. Elle fut mal ressentie pour induire une ingérence du fisc dans le commerce. De plus, comme la TVA, elle était injuste pour réclamer le même sacrifice aux riches et aux pauvres. Mais le mot de maltôte tendit à s'appliquer à toutes sortes d'impôts, surtout si ces derniers étaient nouveaux. La fraude a également donné lieu à un vocabulaire fleuri. Souvenons-nous des gabelous et des fauçonniers, les agents et fraudeurs de la gabelle, l'impôt du sel. En Savoie, un droit seigneurial était dû sur le lait, ce qui conduisait les paysans à opérer deux traites. La première était déclarée, et d'ailleurs le représentant du seigneur venait assister à la traite, donc une première traite officielle. La seconde, moins abondante mais plus crémeuse, restait cachée. Dans la langue locale, traire se disait blocher, traire à nouveau donna son nom à un célèbre fromage, le reblochon. Les animaux de la ferme sont souvent mis en scène par les contribuables pour se plaindre du poids excessif de l'impôt. Les intéressés se qualifiaient eux-mêmes de vaches à lait. Il était également question de tondre les moutons, d'écorcher les brebis ou de plumer les oies. On prête à Colbert le mot suivant: l'art de l'imposition consiste à plumer l'oie pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de cris. Le ministre, qui fut enterré de nuit, aurait lui-même fait l'objet de cette épitaphe anonyme: Si j'y l'auteur de tous impôts, dont à présent la France abonde, ne priez pas pour son repos, puisqu'il l'ôtait à tout le monde. Si l'impôt fut longtemps établi par la force et l'arbitraire, dès le départ il était pourtant synonyme de droit, plus précisément à raison d'une somme payée pour bénéficier d'un service. Ainsi, le coût de la formalité de l'enregistrement permet de conférer date certaine à un acte juridique. Si par exemple vous prêtez de l'argent à quelqu'un, il est prudent de faire enregistrer la reconnaissance de dette, car au cas où l'emprunteur conteste celle-ci, l'acte enregistré prouve sa réalité comme sa date. La coutume eut également le même sens que l'impôt, ce que l'on retrouve aujourd'hui encore dans le mot anglais « customs », qui désigne tant le service des douanes que les droits recouvrés par celui-ci. Si la gabelle ne fut jamais acceptée, c'était non seulement pour porter sur une matière première
et indispensable, mais aussi parce qu'il s'agissait d'un impôt nouveau, qui n'était donc pas dans la coutume. On trouve peu de noms propres ayant fait jurisprudence dans la langue fiscale. On sait que le mot barème désigne un ensemble de taux appliqués pour le calcul d'une imposition. Il est issu d'un mathématicien français du XVIIe siècle, François Barème, considéré comme l'un des pères fondateurs de la comptabilité, auteur d'ouvrages contenant des tables mathématiques pratiques destinées à éviter des calculs fastidieux. En France toujours, mais plus anciennement, le titulaire d'un office ou fonction publique pouvait vendre cet office de son vivant. Cependant, s'il venait à mourir, la charge revenait au roi, qui était ainsi en mesure de la céder de nouveau. Les officiers voulaient que leurs fonctions deviennent héréditaires. Une ordonnance de 1567 leur permit de transmettre leurs charges à la personne de leur choix, très souvent leur fils, sous deux conditions cumulatives: que le titulaire survécût 40 jours après la transmission et que son successeur payât en impôts le tiers de la valeur de l'office. La règle des 40 jours voulait éviter qu'un officier, à l'article de la mort, cédât la charge pour qu'elle ne revînt pas à la couronne. Ce texte bloquait donc la transmission héréditaire des charges, des offices, et donna lieu à des subterfuges assez sordides, déclaration de décès post-datés et même la mise des corps au saloir. L'état de conservation, grâce au sel, donc l'état de conservation du cadavre, tendait à établir que la mort était récente, du moins inférieure à 40 jours. En 1604, Sully, le grand ministre d'Henri IV, supprima la règle des 40 jours, mais exigea le paiement d'une taxe annuelle égale au 60e de la valeur de la charge effectivement exercée. Le versement de ce droit permettait, en cas de mort, de transmettre l'office à sa descendance. Le premier fermier de cette taxe, Charles Paulet, donc on appelait fermier celui qui était chargé du recouvrement de l'impôt, conduisit à l'appeler la Paulette. Ainsi fut définitivement consacrée l'hérédité des offices de justice et de finance. Mais le nom le plus spectaculaire dans l'histoire linguistique de l'impôt fut celui de Silhouette, puisqu'il est devenu très commun. Étienne de Silhouette, en 1759, à la demande de Madame de Pompadour, fit nommer contrôleur général des finances, autrement dit ministre de l'économie ou du budget. Pour subvenir aux dépenses causées par la ruineuse guerre de 100 ans, il voulut établir un impôt égal au 20e des revenus en faisant fi des privilèges, donc tout le monde devait contribuer, y compris la noblesse et le clergé. C'est précisément la noblesse et les parlements qui obtinrent l'abandon du projet et qui ont poussé son auteur à la démission. Les ennemis du ministre donnèrent son nom à des dessins le représentant en quelques traits pour dire l'état de maigreur auquel étaient réduites les victimes de sa politique fiscale. Jean-Jules Clamagérand, historien de l'impôt, écrit joliment: on appela de son nom toute chose superficielle et vide, le portrait du nombre, une poche sans fond. En 1835, l'Académie française accepta le mot de silhouette comme synonyme de ligne générale du corps humain. Le terme se retrouve également en anglais avec la même orthographe. Apparemment, il n'existe qu'une seule expression fiscale passée dans le langage courant. Il s'agit de sur le champ, au sens de sans délai, aussitôt. Cela viendrait de la dîme du clergé qui a été prélevée dès sa récolte, sur le champ même. En effet, le décimateur, chargé du recouvrement, assistait à la moisson et prélevait directement la 10e gerbe, ce qui permettait d'éviter ou du moins de limiter la fraude.
Cela supposait donc d'attendre que ce décimateur fût présent pour lancer la récolte, alors même que la météo pouvait ne pas s'y prêter. Ingrate à l'égard de ce bel héritage linguistique, la langue fiscale moderne se distingue par la médiocrité. Le législateur n'est guère soucieux de l'exactitude juridique des termes qu'il attribue aux différents prélèvements publics. Un impôt ou une taxe peut ainsi être appelé contribution ou redevance, alors que ces différentes dénominations n'ont pas le même sens en droit public financier. La taxe se distingue de l'impôt pour avoir une contrepartie directe. Ainsi, la très poétique taxe d'enlèvement des ordures ménagères permet, sauf cas de grève, de voir ces poubelles régulièrement vidées. Or, la taxe sur la valeur ajoutée, ou TVA, n'en est pas une. C'est un impôt pour ne pas présenter de contrepartie particulière. Le sommet de la confusion a sans doute été atteint avec la contribution volontaire obligatoire, je n'invente rien, instituée par la loi du 10 juillet 1975 en faveur du secteur agricole, et cette contribution volontaire obligatoire existe toujours. Le vocabulaire employé par la loi fiscale tend parfois à légitimer l'impôt. Ainsi, feu l'ISF, impôt de solidarité sur la fortune, voulait laisser entendre que son produit devait financer ce qui aujourd'hui est constitué par le RSA, revenu de solidarité active, versé aux plus démunis. Il s'agissait donc d'un impôt Robin des Bois pour prendre aux plus riches au profit des plus pauvres. En réalité, le produit de l'ISF fut très insuffisant pour financer le coût élevé du RSA. Au plan budgétaire, cette prétendue affectation n'avait pas de sens car, par principe, la caisse de l'État est unique. L'ensemble des recettes sert au financement de toutes les dépenses. La langue fiscale peut également avoir des vertus anesthésiques. Ainsi, la loi appelle droit de visite et de saisie une véritable perquisition fiscale. Il s'agit de ne pas effrayer le contribuable alors que celui-ci a toutes les raisons de l'être. En effet, cette prérogative est proprement policière. Elle permet au fisc de pénétrer dans tout lieu, même privé, pour rechercher et saisir tout document tendant à démontrer une fraude. De plus, le contrôle exercé par le juge, en l'occurrence le juge judiciaire, sur les conditions d'exercice de ce droit de visite et de saisie est des plus légers. L'emploi des sigles et acronymes par la langue fiscale est très courant. En voici une petite liste dans laquelle vous pourrez reconnaître des impôts: AMR, ATD, BNC, CSG, DAU, IFI, IFU, TVA, TPF, RCM. Il faut croire que plus une matière juridique est technique, plus elle emploie de sigles. Ainsi, le très complexe droit de l'urbanisme en est infesté, mais le phénomène n'est pas propre au droit. J'ai ainsi remarqué, lors de mon passage sous les drapeaux, une propension militaire à user de sigles pour la moindre chose. Par exemple, les 3 lettres TMT signifiaient T-mobile de traversin. L'administration fiscale moderne est avide du moindre anglicisme et ça m'agace beaucoup. Ainsi, elle s'est approprié le mot éligible au sens de remplir les conditions, elle initie un projet, ou encore elle a conscience qu'une imposition nouvelle risque d'impacter certains secteurs d'activité. Mon Dieu. Les choses n'ont guère changé depuis Tocqueville, qui, dans l'Ancien Régime et la Révolution, écrivait déjà « Il n'y a pas jusqu'à la langue administrative des deux époques qui ne se ressemblent d'une manière frappante. Des deux parts, le style est également décoloré, coulant, vague et mou. La physionomie particulière de chaque écrivain s'y efface et va se perdant dans une médiocrité commune. Qui lit un préfet lit un intendant. »
Pour revenir à notre époque, les praticiens n'arrangent guère les choses. Ainsi, certains avocats trouvent très chic de parler de droit domestique pour le droit interne ou national, soit la traduction littérale est donc totalement stupide de l'anglais. Le juriste a besoin d'une langue très précise et donc très pure. La violence tient aujourd'hui dans la barbarie du langage fiscal. Merci de votre attention.